Prenons 5 minutes pour revoir ensemble le chapitre portant sur l'électrolyse. C'est une technique permettant de réaliser des transformations forcées. Elle est réalisée dans un électrolyseur branché aux bornes d'un générateur. Ce dernier fournit un courant électrique allant de la borne positive à la borne négative, permettant de forcer l'évolution de la réaction chimique dans le sens non spontané. Les électrons se déplaçant dans le sens inverse du courant vont arriver au niveau de l'électrode sur laquelle il va se produire une réduction et qui porte le nom de cathode. L'autre électrode est le siège d'une oxydation. C'est là que les électrons sont produits. On nomme cette électrode l'anode. Ces termes sont aussi utilisés pour les piles. Le moyen mémotechnique pour retenir tout ça est le même. La lettre grand A de anode qui se trouve également dans oxydation et la lettre C de cathode qui se trouve également dans réduction. La solution dans laquelle sont plongées les électrodes est appelée électrolyte. Elle contient des ions permettant d'assurer la conduction en déplaçant des charges électriques. Aucun électron libre n'existe dans la solution. Durant l'électrolyse, on peut relier l'intensité du courant par la charge électrique notée grand Q et la durée de l'électrolyse notée ΔT. Pour que l'intensité soit exprimée en ampères, il faut que la charge électrique soit en coulombs et que la durée de fonctionnement soit exprimée en secondes. On peut également calculer la quantité d'électricité mise en jeu par la relation suivante. On retrouve la charge électrique exprimée en coulombs, la quantité de matière d'électrons mise en jeu durant l'électrolyse en mol, et F, la constante de Faraday qui est égale à 96 500 coulombs mol-1. Il faut savoir que la constante de Faraday est égale au produit de la constante d'Avogadro par la charge élémentaire. Rassure-toi, il ne faut pas apprendre les valeurs de ces constantes par cœur, car elles seront toujours données dans les énoncés. Enfin, il faut savoir que le rôle de l'électrolyseur est de convertir de l'énergie électrique en énergie chimique. Il est donc à la base du fonctionnement des batteries chimiques. Au lycée, on doit être capable de compléter le schéma d'un électrolyseur à partir des couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Prenons un exemple concret avec les couples suivants. Par convention, le sens du courant électrique va toujours de la borne positive vers la borne négative. Les électrons, quant à eux, se déplacent toujours dans le sens contraire du courant, comme on l'a déjà dit. Ils partent donc de l'électrode de fer pour aller vers l'électrode de zinc. Il faut donc oxyder le fer pour produire ces électrons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'électrode se désagrège au fur et à mesure de l'électrolyse. Il s'agit de l'anode. L'autre électrode est donc la cathode, siège de la réduction des ions Zn2+, présents initialement dans la solution. Maintenant qu'on connaît les demi-équations électroniques se produisant aux électrodes, il suffit de les additionner afin de retrouver l'équation bilan de l'électrolyse. Il faut penser à s'assurer qu'il y ait bien le même nombre d'électrons mis en jeu dans les deux demi-équations, comme c'est le cas ici, et ainsi pouvoir simplifier les électrons de manière à obtenir l'équation bilan. Enfin, dans ce chapitre, il faudra être capable de calculer la masse de produit formé sur l'électrode, c'est le principe de l'électrodépôt, ou encore la quantité de matière d'un des réactifs entièrement consommés, ça c'est le principe de l'anode sacrificielle, en manipulant les formules littérales à connaître comme celle vue précédemment sur la quantité de matière d'électrons échangés durant l'électrolyse. Pour notre exemple, nous allons nous concentrer sur l'électrodépôt de zinc au niveau de la cathode. Pour réduire les ions Zn2+, il faut 2 électrons. C'est pourquoi la quantité de matière d'électrons produit est égale à 2 fois la quantité de matière de zinc produit. En combinant ces deux équations, on obtient la relation suivante. En se rappelant que la quantité de matière est égale au rapport de la masse par la masse molaire, alors on peut également noter cette équation de cette manière. En fonction des données de l'énoncé, on choisira l'une ou l'autre des expressions. Attention à bien respecter les unités pour les calculs. Pour calculer la durée de vie de l'anode avec le principe de l'anode sacrificielle, il suffit de procéder de même, mais en utilisant les relations avec la quantité de matière de fer solide consommée. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales, ainsi que de convertir la charge électrique en ampères-heure à partir des coulombs ou inversement. Je te rassure, le facteur de conversion te sera donné dans l'énoncé, il suffit juste de savoir faire un produit en croix. Voilà, on vient de tout revoir sur l'électrolyse. N'hésite pas à récupérer la fiche de révision en passant par le lien qui se trouve en description et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!